On démarre l'enregistrement. Voilà, impeccable. Donc, comme je l'ai dit sur Twitter, sur LinkedIn, etc., c'est un live complètement à l'arrache de la part de quelqu'un qui en plus a 0 audience sur son Twitch, sur son Facebook et j'en passe. Donc c'est juste parce que au début je me suis dit ouais je vais faire un thread Twitter avec des captures d'écran des machins, puis je me suis dit flemme, surtout que je ne passe jamais en vidéo, alors qu'il serait quand même peut-être un petit peu temps que j'essaye. Donc voilà, pas de live YouTube directement, puisque j'étais pas forcément sûre, mais je vais vous passer les détails. Voilà, donc en fait, à la base, c'est parti de Thomas Cubel, c'était très clair. Il était quoi, 14h à tout à l'heure. J'étais en train de demander son avis pardon, sur une maquette de site one page que j'étais en train de faire pour un client. Parce que, oui, je ne le dis pas forcément sur mon site, mais c'était un truc que je faisais. Et en fait, il m'a dit, mais tu fais ça aussi. Je croyais que t'avais arrêté ce genre de truc et tout. Puis je lui dis, bah non, je continue de le faire parce que des fois, c'est toujours un peu utile, tout ça. Et puis surtout, c'est quand il y a des clients qui n'aiment pas ou qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une grande équipe, etc., bah, je me rends compte que c'est quand même plus utile. Donc je vais revenir un peu sur ce que je fais et pourquoi c'est très mal dit sur mon site. D'ailleurs, la réflexion qui m'avait été faite, comme je l'ai dit, à Annecy Web par je ne sais plus qui, j'ai oublié le nom et j'en suis vraiment désolée, j'ai pas la mémoire des noms, était très très juste, c'est qu'effectivement, le site, c'est une série d'itérations, enfin, celles et ceux qui l'ont suivi l'ont vu. Voilà, il y a eu... le plus important l'année dernière, c'était de proposer quelque chose avec une direction artistique qui correspondait en fait à mon univers. Et essayer un petit peu de vulgariser, d'expliquer le storytelling et en tout cas ce que je proposais. Mais c'est vrai que voilà, un an plus tard, y a des missions qui m'ont fait sortir de mon périmètre, qui m'ont mis en difficulté parfois, enfin... Donc du coup, il serait peut-être un peu de temps que j'en parle. Salut Sagurdor, je ne sais pas qui tu es IRL, je te remets pas du tout, mais en tout cas, merci beaucoup. Donc voilà, on va partir en fait, je vous dis, ça va partir un peu dans tous les sens. L'objectif en fait du live, c'est de répondre aux questions si jamais il y en a, si jamais il y a 2-3 personnes qui passent par là. Mais surtout, c'est de montrer un peu comment cordonnier, mal chaussé, etc. Et de montrer véritablement ce que je fais. Donc c'est pour ça que je commence par mon site. Un truc assez important, c'est que je me définis comme étant storyteller et j'ai 2 axes vraiment dans ma communication et en tout cas dans ma proposition de valeur. Marie-Rodrigue. Non mais c'est bien, les mélanges d'identité, il y a toujours, c'est toujours le principe des super-héros justement. Donc ouais, justement, moi mes 2 axes, c'est le premier, c'est de la créa, accompagnement en fait pour les marques et le deuxième, c'est vraiment la vulga. Je considère que c'est 2 axes qui sont très très importants pour moi parce que en fait j'y ai réfléchi et vraiment je l'ai tourné dans plein de sens. Si je devais faire une loi de Pareto, aujourd'hui je fais plus de créa que de vulga, donc je suis à 80-20 en termes de volume, c'est-à-dire voilà, mon objectif principal à chaque fois c'est d'accompagner mes clients plus que de faire de la vulga. C'est pour ça d'ailleurs j'ai énormément de retard sur ma newsletter. Mais à terme, j'aimerais bien inverser, même si je veux garder toujours un pied là-dedans, à la fois parce que ça m'éclate, et aussi parce que c'est quand même très difficile de continuer à faire de la vulgarisation et d'expliquer les choses aux gens si tu pratiques plus, quoi. Donc c'est vraiment mon objectif. Et c'est vrai que sur le site, moi j'ai énormément de difficultés par rapport à ce site web, parce que vous le savez peut-être, je viens du milieu de la rédaction web, donc SEO en plus, et j'étais surtout connue sur Twitter, enfin surtout connue, on se comprend quoi. Et du coup, ça a été super compliqué d'essayer d'opérer cette mue, sachant que le storytelling, objectivement, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais ça commence à peine à émerger en fait en France, et en plus c'est très très mal compris. Donc on dit storytelling, il y a des gens qui vous disent ah c'est l'art de raconter des histoires, gna gna gna, et puis c'est bon, il était une fois et tout. Mais y compris dans des agences ou auprès de personnes qui ont fait moult études en communication, et c'était instinctivement pas en fait quelque chose à laquelle je souscrivais, et manifestement, pour en avoir discuté avec des potes narrateurs avec un niveau mais qui est absolument pas le mien, comme je pense à Cédric Guillemot qui est quelqu'un qui m'enchante, ou je pensais à François Lamé par exemple aussi, et qui est storyteller depuis bien plus longtemps, même s'il il rejette complètement ces termes là, mais c'est des personnes qui font ça et qui accompagnent les marques depuis très longtemps. Enfin, vous prenez des gens comme Guillaume Lama ou comme Georges Lévy, Lama est un peu plus connu que Lévy, mais
c'est des personnes qui ont compris en fait l'importance du récit et qui l'utilisent. Et je veux dire, quand Havas, Publicis, fait des campagnes, je peux vous garantir qu'ils ont ça en tête et que le storytelling, en fait, c'est une matière qu'ils connaissent mais depuis les années 90, mais bien plus que ça même. Bref, donc TLDR, tout ça pour dire que moi je me retrouve un peu dans la merde avec une certaine illégitimité à ce moment-là, avec juste en fait, moi mon bagage en tant que ouais, on va dire observatrice, trifouillatrice un petit peu, autrice aussi, on va pas se mentir, plein de trucs en trice. Et la question, c'est d'aller explorer quelle va être ma proposition et de valeur et commerciale. Parce que si je dis je suis storyteller, en fait, c'est comme si je disais que j'étais informaticienne. Très franchement, ça veut rien dire. Il y en a qui sont spécialisés dans la création de marques, il y en a qui sont spécialisés dans la direction artistique, par exemple. Je pense à RSFL, qui est un excellent graphiste et directeur artistique. Je pense à Anthony Jouran, qui est un spécialiste du personal branding. Donc c'est des gens qui sont connus sur LinkedIn et que j'apprécie beaucoup, justement, parce qu'ils ont une approche narrative, en fait, qui est très puissante. Et moi, en fait, c'était quoi, en fait? Et ça, c'était le problème, c'est que, comme toute personne, un peu avec des pensées qui partent un peu dans tous les... en couilles, en fait, pour le dire très sincèrement, moi, mon kiff, c'est le récit, en fait, sous toutes ses formes. Et j'aime particulièrement l'analyser et le transmettre et tout. Donc, qu'est-ce que je propose? C'était un peu la grande difficulté, et j'avais pas trop le choix, en fait, il a fallu que j'explore au fur et à mesure. Donc moi, l'année dernière, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être déjà 2-3 ans facilement que je le faisais. J'avais commencé un peu à délimiter les choses, et c'est ce qui m'a permis de présenter cette première version du site. Or, cette première version du site, bien que là ce soit la deuxième, puisqu'on voit déjà qu'il y a le quiz archétype pour aller récupérer les leads, on est déjà sur une proposition en fait qui cible autour de l'idée que je suis dans la différenciation par rapport aux autres personnes sur le storytelling, et puis j'ai vraiment essayé de délimiter, vous voyez, ma proposition commerciale autour de 3 produits, quoi. Et en fait, aujourd'hui, et c'est la réflexion que me faisait Thomas Cubel finalement tout à l'heure, c'était que, ok, mais en fait, c'est pas exactement ce que tu fais, et en plus, tu vas bien au-delà. Donc, les gens, quand ils me disent, ouais, mais en fait, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais? Que je leur dis, j'accompagne les marques à ceci, d'accord, ça coûte combien? Ça coûte entre 3500 et 5000 euros. Les gens, ils se disent, putain, elle prend un sacré billet, mais je sais pas exactement ce qu'elle fait. Et c'est vrai, et c'était finalement ce qui a été montré à Anti-Web, dès qu'on commence à, putain, il y a une abeille, je sais pas quoi. Quand il y a, tu commences un petit peu à creuser et à voir notamment le concept de carte heuristique, etc. Du coup, tu te dis putain, en fait, il y a du jus de cerveau. Donc voilà, c'est l'objectif un peu aujourd'hui, c'est de vous montrer. Donc officiellement, voilà, je fais le brand book, du consulting et de la formation, parce que j'ai pas tellement le choix. Et à un moment donné, il va falloir que je centre un petit peu. Alors le brand book, c'est tout con, c'est vraiment la prestation que j'estime moi étant carrée, c'est-à-dire j'identifie l'ADN de la marque, le storytelling, la charte graphique potentielle, enfin en tout cas idéalement en co-travail, co-création avec des graphistes, etc. Et la charte éditoriale, donc là aussi idéalement avec les équipes édito en fait de la marque. J'aime bien bosser avec des storytellers, des copywriters, et comme par exemple, vous la connaissez très peu parce qu'elle est extrêmement discrète, et à l'inverse de son talent, comme Morgan Stamfer en fait, qui est vraiment une ancienne collègue et quelqu'un que j'apprécie énormément, et qui a beaucoup de talent et qui pour le coup a un vrai sens des mots. Donc en général, quand j'aime bien recommander quelqu'un à une marque, je vais lui dire, j'allais la voir directement. Donc voilà, j'aime bien m'entourer de différents talents, parce que moi mon boulot c'est de réfléchir au récit, de réfléchir au sens, mais c'est pas forcément de le traduire en fait. Chose, tu vois, c'est un peu le... Ah, j'ai tous vous tutoyer. De toute façon, vous êtes 4, alors je peux bien vous tutoyer. Mais chose qui, justement, est à la différence en fait, de ce qu'on s'imagine. À chaque fois, les gens ils me disent, mais ouais, mais en fait, oui, t'es copywriter, oui, t'es ceci, t'es ça, mais en fait, pas du tout. Moi, je réponds à la question du pourquoi. Pourquoi cette marque, pourquoi elle existe, pourquoi ton produit existe, pourquoi je devrais l'acheter, pourquoi je devrais te faire confiance, est-ce que ça va me faire du bien, quelle personne je vais devenir, etc. Bref, je suis là en fait, pour créer du sens. Je suis absolument pas là pour le transformer, etc. Il n'empêche qu'évidemment, je mets toujours la main à la pâte. Pourquoi? Parce que je suis une ancienne rédactrice, donc forcément ça joue. Parce que j'ai une petite patine copywriter, mais vraiment humblement. C'est-à-dire que voilà, si t'es coincé, ça peut faire l'affaire. À condition bien sûr que les astres s'alignent. Et pareil en termes de graphisme et tout. Bref. Donc du coup, toute cette partie brand book, c'est vraiment la partie identité. Quand j'ai de la chance, je peux utiliser d'autres personnes, et je sais le terme utiliser est un peu brutal, mais on peut faire appel à d'autres personnes qui sont des professionnels
Et auquel cas, je vais donner des pistes, etc. Je vais vous montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Et ça crée derrière la Bible qui permet de mieux comprendre exactement ce qui est fait. Et ça permet de dire à des gens, que ce soit en interne ou que ce soit derrière à des prestataires, voici quelle est l'identité de marque, voici comment tu dois t'exprimer quand tu parles de moi. Quand il y a des marques qui ont vraiment beaucoup de collaborateurs et qui ont envie de travailler leur onboarding, etc., on peut soit ajouter des pages dans ce brand book vraiment spécialisé sur la notion de culture d'entreprise, etc., soit travailler un deuxième bouquin qui est plus sur l'onboarding et tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en off, où effectivement, on m'a demandé de redéfinir un peu les piliers aussi de communication interne avec les notions de employee advocacy, donc ça c'est vraiment le terme LinkedIn, mais en gros quand les salariés deviennent des ambassadeurs sur les réseaux, où ils sont pas juste en train de parler d'eux-mêmes, et comment ils peuvent eux valoriser leur poste, pas juste leur boîte, aussi leur poste et leur expertise. Bref, il y a tout un truc de narration à faire là-dessus. Le brand book et ses dérivés en fait, c'est-à-dire tous les types de bibles qu'on peut avoir et qui permettent de centraliser ça, sont vraiment des gros outils là-dessus, et c'est clairement le truc qui est fat en termes d'organisation et qui est fat aussi en termes de prix. C'est-à-dire que c'est oui, je peux te proposer de le payer en plusieurs fois sans frais, mais malheureusement à un moment donné il faut ce qu'il faut, et une identité complète de marque, une image complète de marque, désolé, mais oui, ça coûtera toujours moins cher que si tu demandes à n'importe quelle grosse agence. Et j'en ai des brand books de Decathlon, etc. J'en ai déjà eu entre les mains, et franchement, je connais les prix. Ça va, objectivement, j'ai pas à rougir ni dans le fond, ni dans la forme, ni dans mes prix, mais je comprends que ça soit un billet qui fasse un peu chier. Donc ça, c'est vraiment la première partie, je vais vous montrer après, dans les trucs. Hey, Durf, je suis trop contente de te voir. C'est chez toi que j'aurais dû faire ça pour bénéficier de ta commu, là. Ouais. Du coup, la deuxième partie, c'est avant de parler du centre de la consulting, on va parler de la formation. C'est quelque chose qui... Alors là-dessus, c'était un peu compliqué, un peu fouillis. Je suis passée de... l'année dernière, ça faisait 3 ans que j'étais intervenante enseignante à l'université de Lyon 2, donc j'intervenais en Master 2, et j'intervenais que en distanciel, donc c'était vachement cool, j'ai pu tester pas mal de choses, j'ai pu itérer en fait sur une proposition de formation sur le storytelling, et j'ai pu tester. Le son très bas. Ah, désolé. Alors, attends, on va essayer de monter ça. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est plus efficace ou pas ? Mais c'est vrai que mon micro est un micro qui est en train de me lâcher. Et ce serait cool que j'ai un bras de micro. Bref, est-ce que c'est mieux ? Ouais, sinon voilà, sinon je le prendrai à la main. Donc ouais, j'ai pu itérer, etc. Et surtout, j'ai pu tester ma méthode, c'est-à-dire que les élèves, à un moment donné, moi j'étais obligée en fait de les former et surtout de les évaluer. Donc je les ai évalués sur quoi ? Sur une sorte de simili brand book à faire, parce que chaque élève était obligé de travailler gratuitement sur un projet réel. Donc souvent c'était des entreprises locales, etc. Et donc du coup, on a directement testé la méthode grâce à ça, et ça m'a permis d'avoir le backup, etc. Aujourd'hui, j'ai créé effectivement la formation Origin Story. Je vous en ai parlé brièvement. Je m'en suis pas occupée en termes de communication, et dès qu'on s'occupe pas en communication d'un truc, ça sert à rien. J'ai aujourd'hui une session d'Origin Story en direct, en one-to-one avec un client. Ça se passe super bien, il se régale. Maintenant, est-ce que c'est le gros de mon activité ? Clairement pas. C'est pour ça que ça m'amène du coup au consulting. Là, c'est vraiment le fourre-tout, parce que qui dit conseil dit que je peux intervenir sur n'importe quoi. J'en ai déjà parlé, mais au-delà du brand book pur et dur, on peut aussi faire de l'accompagnement sur LinkedIn, sur de la refonte. Là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je travaille avec l'un d'entre vous par rapport à son client. Ils sont en train de faire une refonte, et puis je suis là un petit peu pour être le gardien du temple par rapport à tout ça. Donc voilà l'offre triptyque officielle. Et du coup, c'est difficile en fait de se dire ok, d'accord, voici ce que tu fais, quels sont un peu tes tarots. Voilà, moi je vous dis en toute transparence, en général un brand book c'est 5000 balles minimum, créer une caractéristique bête et méchante c'est 3500 minimum, je suis à l'heure à 1500 euros, 1500 euros, à 150 euros, à la journée je suis à 1000 balles, à la demi-journée je suis à 500 balles, bon bref, voilà, je vous ai donné mes prix, maintenant vous en faites ce que vous voulez, et on va passer vraiment au cœur de ce que je fais. Donc je vais vous montrer un petit peu ici, tac, sur un exemple qu'on va largement explorer, non même on va partir sur Shoptimize directement, puisque j'ai l'accord sur ces gens-là. Le Shoptimize, l'objectif c'était de créer le brand book. Donc je me retrouve, j'en ai parlé à Annecy de ce client-là, mais je vais vous montrer en direct vraiment ce qu'il en est. Et on va prendre un peu plus de temps, surtout que cette fois-ci le son marche un peu mieux. Donc l'objectif en fait c'est ça, c'est-à-dire que c'est de générer
derrière ce que j'appelle le brand book. Vous l'avez ici, le brand book, c'est vraiment la version finale. Au tout début de ma carrière de storyteller, je rendais juste le brand book en fait. Et le client avait le document comme ça qui répertorie, je vous montre. Voilà, la brand DNA, je sais pas si vous voyez bien ici, donc avec les valeurs, la marque, le manifeste, la raison d'être, le message, le slogan, parce qu'en plus je crée du slogan, alors ça c'est en option, mais je peux en créer aussi, et vous avez toute la partie storytelling, la partie charte édito et la partie charte graphique. Comme je vous l'ai dit, des fois, quand on a de la chance, les clients acceptent de faire appel à des graphistes, là c'était le cas ici, donc je vais en reparler là-dessus, mais c'était le cas. Mais si je livre ça en fait directement, c'est vrai que les clients ils se disent putain, c'est pas énorme. Donc du coup, j'ai fini par décider de montrer un peu plus mon travail. Alors au fur et à mesure, ça s'est amélioré, voilà, j'ai itéré sur ma pédagogie en fait en termes de production de contenu. Aujourd'hui, je réfléchis à la possibilité de monter carrément un Notion où le client va pouvoir avoir son Notion, espace dédié avec tous ses questionnaires, ses machins. Je me pose la question parce que je suis quelqu'un d'assez flemmard et je suis quelqu'un qui aime bien aller droit au but, donc ça me fait chier en fait de créer ça juste pour justifier une augmentation de prix. Je bosse avec un client qui fait appel à une agence, je pense qu'il y a une bonne partie du prix de l'agence qui est là-dedans. Bizarrement, oui, je comprends le principe de la marque le client final, qui aime bien le chouchouter et qui a l'impression qu'il a quelque chose. Moi j'ai vu clairement la différence entre le moment où je balançais juste le brand book, et le moment où je me suis mise à leur balancer également leur caractéristiques, quoi. Donc comment se présente une prestation de caractéristiques de brand book? C'est très simple. On commence par la base, à savoir un atelier d'ADN. Donc en général, c'est moitié travail solo, moitié travail en groupe. Si vous voulez vraiment payer moins cher, entre guillemets, mais que vous voulez participer de A à Z à la conception de votre caractéristique, voilà, le brand book ne suffit pas, on est tout à fait d'accord, et c'est pas possible en fait. Donc c'est pour ça que j'ai un peu créé le concept d'ADN, et que j'ai aussi proposé la possibilité de co-créer cette caractéristique entre guillemets pour moins cher, mais en fait au final on va parfois un peu moins loin, etc. parce que je suis désolée, mais je pense que n'importe quelle personne qui réfléchit, vous le savez, c'est une chose de réfléchir face à un client, c'est une autre d'avoir ses temps en fait et ses plages de réflexion un peu en deuxième temps, etc. au calme, et je trouve que personnellement c'est bien aussi d'avoir du temps de réflexion solo. Donc du coup j'ai fini par monter ce principe de montrer directement les cartes pour montrer la production, et vous allez voir pourquoi c'est important. Et du coup de travailler avec une espèce de triptyque, puisque vous le savez si vous me suivez, le récit est une affaire de 3 temps, ou 4 temps, 3 plus qu'1 temps si jamais on s'appelle Ridley Scott, et du coup pour montrer comme ça l'évolution. Donc on part sur une situation initiale qui est classique, qui est ce que j'appelle la collecte de Lego, et je le fais au travers de l'atelier brand. Au tout début je faisais un atelier de brand un peu à l'arrache, quoi, enfin comme d'habitude de toute façon, parce que moi je suis... Vous l'avez vu, pour celles et ceux qui m'ont vu à Annecy, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête en termes de fringues, en termes de machin, etc. Et encore à Annecy, j'avais fait un effort, je m'étais maquillée. Mais je suis quelqu'un qui considère que voilà, faut aller... ce qui compte, c'est le résultat, et c'est un peu mon côté, on va dire, brut de décoffrage. Or, les gens ont besoin de visualiser. Donc, je me suis dit, ok, très bien, je vais poser vraiment l'atelier, et tout ce que je posais, en fait, et que j'adaptais par rapport à des petites questions, etc., je me suis amusée à créer des sortes de mini-jeux, et j'en passe, avec, bien évidemment, des supports comme ça. Donc c'est vraiment balancé avec des supports et des images qui correspondent à ma DA. Et du coup, le client, qu'est-ce qu'il voit? Il a cette image-là qui est projetée, avec le déroulé, etc. Et derrière, si tu veux bien fonctionner, ça il le voit pas sur le moment, mais je crée, donc du coup, je récolte mes éléments lors de notre première itération. Donc ces différents éléments qui, moi, vont m'être utiles, qui ne servent pas spécialement en l'état au client, mais auxquels il aura accès, puisque c'est quand même ma promesse à chaque fois. Ta carte Miro t'appartient à vie, tu peux la modifier comme tu veux, enfin je veux dire, je me fais chier à payer Miro, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment donner cet outil de travail-là quand même à mes clients, qui leur permet de voir quel a été le travail qui a été réalisé. Donc dans l'atelier d'ADN, donc voilà, je pars sur c'est moitié pédagogie, moitié ludique, donc ça s'adapte aussi bien quand il y a une seule personne que quand il y en a plusieurs.
Je vais quand même passer rapidement parce que l'objectif n'est pas de vous donner non plus une formation gratos, il y a quand même des limites. Mais on rebalance voilà, sur des questions un peu humoristiques, des petits exercices détournés, genre si vous avez une baguette, si vous avez été transformé par un méchant, essayez de penser à votre marque comme si d'un coup vous faisiez tout l'inverse, etc. Ce que j'appelle le contre-manifeste. Si vous étiez une planète, un objet magique, voilà, etc. Le porte-parole et j'en passe. Ici, bien évidemment, vous retrouvez mon concept d'archétype de marque parce que c'est pas pour rien que je l'ai sorti, c'était pas juste pour avoir un truc à vous vendre, objectivement c'était à la base un outil personnel. Et puis évidemment, j'explique comment ça va se passer par la suite, voilà, c'est très simple. Ah tiens, on voit que sur la dernière slide que je l'avais adapté à un de mes anciens clients et j'aurais pas dû. Donc une fois que j'ai récolté tout ça, moi c'est le moment où je vais commencer un peu à réfléchir, c'est-à-dire que ça j'ai mes Legos, je les ai renversés, bim. Je pars sur, je vais vous la montrer, hop, vierge. Tac, tac. Voilà, ce que j'appelle la matrice atelier. Donc c'est tous mes clients, je crée une carte qui est comme ça, et j'ai ça qui est vierge. Et l'objectif, c'est-à-dire que vous avez en bas toute la partie identité de la marque, en haut toute la partie storytelling, avec le fameux schéma actentiel. Si vous voulez apprendre à faire ça, vous n'avez qu'à venir me voir et payer la formation Origin Story. Et après, dans un deuxième temps, on travaillera sur la charte graphique et édito avec les piliers de contenu, les logos, les CTA, les do's et les don'ts et j'en passe. L'objectif, encore une fois, c'est soit de générer un brand book complet comme ça, soit de se contenter de faire la carte heuristique pour celles et ceux qui n'ont pas besoin d'avoir un brand book, par exemple. Typiquement, t'as pas de salarié, tu vas pas avoir de prestataire, franchement, t'en as rien à faire. T'emmerdes pas à créer un document, sauf si vraiment t'as besoin de relire les trucs qui sont écrits noir sur blanc, la carte heuristique te suffit. Là, en l'occurrence, c'est celle de Shoptimist que je vous montre, où on a travaillé la notion, alors je vous la montre un peu de loin, parce qu'il ne s'agit pas non plus de totalement tout dévoiler, où on a travaillé ici la raison d'être. Donc vous voyez à chaque fois qu'il y a plusieurs tuiles, parce que ça c'est ma promesse à mes clients, c'est l'itération. Je leur laisse accès à toute l'itération qui a été faite. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que du coup, ça leur permet de comprendre. Si on est ensemble pour réfléchir à ça, ils le voient en direct que je fais ces efforts-là, etc. Et je vais vous montrer, est-ce que je l'ai là ? Voilà. Ça, par exemple, c'est le travail que je fais. Je voulais totalement dézoomer avec un client qui n'est pas un brand book et qui est en co-création. Vous le remarquez, il y a beaucoup plus d'éléments. Parce qu'en co-création, le client a plus l'occasion de se poser 50 000 questions en fait en direct et du coup de faire des changements, etc. Donc du coup c'est beaucoup moins cadré finalement parce que le client réagit et ça donne des cartes heuristiques qui sont abusées. Et en fait comme moi mes prestations c'est cartes heuristiques et accompagnement sur celle-ci, j'en parle du coup LinkedIn et je lui ai fait une maquette de site, mais on va revenir sur cette notion là. Je vais devoir quand même lui régénérer une carte heuristique propre parce que quand on zoome un petit peu, vous voyez, je vais zoomer très rapidement, on voit qu'il y a des petites croix, etc. Pourquoi ? Parce que je suis en train de mettre en PLS le truc, mais c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a gardé des éléments, on les a supprimés et j'en passe, sauf que ça va nuire à la compréhension finale, donc il aura à nouveau, paf, bim, carte heuristique finale, charte éditoriale finale, et il aura quand même accès à tout ce auquel on aura pensé. Donc toutes les idées, ça lui permettra de revenir en arrière, un peu comme les sauvegardes, vous voyez, comme dans un jeu vidéo, parce que quand on écrase la même sauvegarde, c'est le meilleur moyen pour que, à un moment donné, vous êtes à l'acte 3 et vous vous rendez compte que vous avez fait une connerie pendant l'acte 2, vous êtes bien content d'avoir une sauvegarde dans l'acte 2. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, je suis au milieu du jeu vidéo, les jeux vidéo sont... Enfin voilà, je considère que c'est... déjà, c'est un format de récit qui est absolument extraordinaire et qui, en plus, est tellement porteur d'enseignement, y compris en matière de réflexion cognitive. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir itérer, etc. là-dessus. Donc, je reviens sur ma matrice. Le slogan n'est jamais obligatoire, c'est pas forcément un truc que je vends obligatoirement, ça peut être une option, ça va dépendre si ça me vient tout de suite. Si ça me vient pas et que tu veux quand même t'acharner à ce moment-là, il y a un surplus, parce que voilà, il y a des fois c'est des slogans un petit peu compliqués. Là par exemple, pour ce client-là, c'est un coach en développement personnel, c'est un préparateur mental pour entrepreneurs. On a fondé tout son storytelling autour de la notion de musique, etc. parce que accessoirement il est aussi DJ. Du coup, la promesse c'est éliminer le bruit, suivi votre rythme. Voilà, donc ça nous permet de rappeler qu'on est là quand même à un moment donné pour suivre son rythme interne, etc. Et donc du coup, j'ai généré
Le slogan qu'elle a avec. Ça, je l'avais montré aussi sur Annecy. Je travaille sur les conflits, j'en reparle sur les cibles, les personnages. Je ne travaille que d'un point de vue conflictuel parce que mon taf, encore une fois, ce n'est pas de créer des business plans qui vous allez présenter à votre banque, c'est de créer de la narration et de créer en fait des opportunités narratives, donc et en fait une stratégie de communication. Et finalement, on s'en fout que ce soit Madame Michou, 50 ans, divorcée, etc. Par contre, c'est vrai que savoir qu'elle a 50 ans nous place quand même dans l'idée qu'elle vient d'une certaine culture, etc., d'une certaine éducation, donc on peut supposer ces conflits. Le fait qu'elle soit divorcée, on peut supposer ces conflits, mais voilà, en fait, moi, les cartes de persona habituelles qu'on voit partout et qui sont enseignées partout à l'école et que je conchis, mais absolument, ne font que proposer de supposer justement ces conflits-là. Bah, je trouve que ça sert à rien. J'aime pas trop laisser les choses à l'interprétation parce que c'est déjà un métier qui est vachement à l'interprétation. Et petite case dédiée à Xavier Nodo à ce sujet, il comprendra si jamais il écoute. Mais c'est vrai que voilà, ça serait bien quand même d'avoir des choses un peu plus carrées. Et en l'occurrence, Donald Miller a quand même une approche qui est extrêmement efficace. Moi, avant de la découvrir, j'étais partie sur une notion de conflit simple, c'est-à-dire que j'avais des petites tuiles comme ça sur ce qui traversait un peu ce que j'appelais les humeurs, en fait, ou insights des clients potentiels. Et puis un jour, je suis tombée sur l'explication, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas dans mon bouquin cette notion de conflit pur et dur. Je sais plus comment je l'ai présenté, mais je sais que j'en parle, mais j'en parle pas selon les trucs de Miller. Alors attendez, je vous fais ça un peu à l'arrache. Créer du conflit, ça on le sait dans le récit. Mais je crois qu'à un moment donné, je vous parle de le conflit au cœur du marketing, ça c'est bon. Sauver le monde, page web, créer un brand book en 3 étapes, 197. Parce que moi, je vous ai parlé de ça, c'est-à-dire que les gens qui... D'ailleurs, ça m'avait fait rire. Les gens qui m'ont dit « Oh, il n'y a pas de méthode dans ton bouquin. » Ben, si, en fait. C'est juste que, oui, c'est sûr, je vous fais pas de fiche directe et je vous dis pas étape 1, vous allez mettre le type. Étape 2, vous allez sauter 2 lignes. Étape 3, vous allez surligner. Voilà, c'est à un moment donné, vous êtes des adultes et puis j'ai autre chose à foutre. Donc oui, je parle de ça, de l'ADN des personnages. Je crois qu'à un moment donné, je vous explique ça. Voilà, les personnages, je vous parle de données, écouter les réseaux sociaux, les forums, s'imprégner de l'existant, traiter l'exploration. Non, je reviens pas dessus précisément. Si, dans le chapitre 11, nous avons vu ce qu'étaient les personnages. Merci. Je me souviens même pas de mon propre bouquin, quelle honte. Après, je le lis pas tous les jours non plus. Ah oui, créer storytelling d'une marque en 5 étapes. Ok, 170, très bien. Donc effectivement, c'est plutôt. Je trouve pas ça très instinctif. Peut-être qu'il va falloir que j'améliore ça. Message d'une marque, UVP d'une marque, très bien. La cible, voilà. La cible d'une marque, tac. Identifier la cible et comprendre ce qu'elle a à raconter, chercher les informations les plus pertinentes dans la personnalité, établissez un personnage, autrement dit une fiche d'identification de votre public cible. Voilà, vous n'allez pas chercher son nom et son âge exact à la manière d'une création de personnage, mais vous intéressez aux motivations, aux désirs, aux craintes des personnages. Voilà, j'appelais ça comme ça. Voilà. Mais oui, effectivement, suffit de lire. J'ai Le Bon Coin qui vient de m'appeler pour savoir si je voulais proposer mes services sur Le Bon Coin. Je lui ai dit que ça ne me viendrait pas à l'esprit de proposer des services de haute qualité sur leur plateforme, que la sémantique qu'on a autour de la marque Le Bon Coin ne me semblait pas correspondre à mon image de marque. Tu en penses quoi ? C'est une super question, Durf. C'est vrai que Le Bon Coin, c'est quand même associé local. Et puis cheap, enfin, ou en tout cas seconde main, tu vois. Il y a ce côté-là, il y a vraiment ce côté pas cher. Alors certes, maintenant on a de la location, certes on a aussi de la vente de voitures et tout, mais ouais, il y a quand même encore une notion de cheap. Et franchement, à moins que tu décides de lancer en fait une offre clé en main d'accompagnement pour les petits commerces, et à ce moment-là que tu la brandes en adéquation avec ton image de marque, tu vois, tu sais, du mec, du bon gars comme ça, qui est pour l'évangélisation du métier, qui est pour la proximité aussi avec le grand public et tout, ce qui peut être cohérent. Mais ça veut dire que du coup, il faut que tu lances une campagne. En tout cas, moi, je te conseillerais, quand je dis lancer une campagne, je te dis pas de faire du ads et tout dans tous les sens, mais en tout cas de communiquer abondamment dessus et tout en construisant le truc sur l'idée que c'est un engagement type, un peu un engagement politique, tu vois, pour montrer que c'est un choix. Voilà. J'en veux pas de ces clients. Bon bah voilà, c'est clair et net. Donc oui, non, effectivement, c'est pas... Et ça c'est une très très bonne question parce que en fait t'es obligé de réfléchir un peu à tes clients, etc. Et d'ailleurs moi on m'a dit mais putain, mais tu devrais pas montrer tel client, etc. Alors oui.
Mais à un moment donné, je vais manquer de data parce que tous les clients ne veulent pas montrer. Donc à un moment donné, je suis un peu coincée. Surtout que c'est quand même des données qui sont un peu intimes. Donc voilà, c'est vrai que je devrais faire un peu attention à ça. Maintenant, j'ai pas Disney. Même si j'avais Disney, je sais pas si voilà, à part le côté j'ai Disney, est-ce que ça vaut le coup voilà. Pour trouver la méthode, il suffit de lire les gars. Non, mais c'est vrai, je sais que c'est un peu brutal, mais mine de rien, en fait, elle y est. Et alors, elle est peut-être pas hyper pédagogue, et c'est vrai que je me suis énormément améliorée dessus. Promis, mais voilà, elle y est. Il n'y a pas besoin. Puis bon, j'ai envie de dire, si en tant que futur storyteller ou futur utilisateur en fait du récit, si vous n'êtes pas capable de lire entre les lignes et d'être capable d'analyser en fait une matière pour en extraire l'essence, vous êtes trompé de métier, quoi. Parce que, être storyteller, c'est pas tellement raconter des histoires, c'est être capable de les mettre à nu et de les voir. Et une analogie que j'aime bien et qui fait toujours un petit peu lever les yeux au ciel les gens, c'est être storyteller, c'est être Néo dans la Matrice, ou en tout cas être un de ces mecs comme ça qui ont les deux écrans comme ça et qui voient qui arrivent en fait tout simplement à repérer la matrice telle qu'elle est, etc. Et c'est votre premier outil de travail, c'est cette capacité-là. Il faut la travailler de fou, quoi. Après, on pourrait en revenir sur comment on y va, mais voilà, c'est hyper important. Il faut savoir lire entre les lignes, il faut savoir extraire vous-même vos propres méthodes, etc. Il faut savoir itérer, et j'en passe. Enfin, c'est boulot de à peu près n'importe quel expert, j'ai envie de dire, ou expert en devenir. Donc sur les conflits, je vais peut-être pas forcément revenir, c'est vrai que j'avais dit que je faisais pas un cours, et c'est un peu mon gros défaut. Bref, donc le manifeste, tout ça, on s'en fout, et toute la partie storytelling, donc voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, pour moi, un storytelling, c'est pas une histoire. Ok, et ça j'en ai parlé pareil sur Annecy, c'est une question de TLDR, schéma actentiel, mais en gros c'est une question d'objets narratifs et de la façon dont ils s'intercalent les uns les autres, quels sont leurs liens les uns avec les autres, donc en fait de conception narrative, le tout dans un univers donné. Je vous redonne l'exemple que j'avais donné à Annecy, qui était je suis un orphelin élevé par mon oncle et ma tante. Un jour, il y a un vieux qui vient me voir, qui me donne un objet magique. Je découvre que je dois tuer le méchant et rétablir l'équilibre dans l'univers dans lequel on vient de me propulser. Qui suis-je ? Suis-je Harry Potter ? Suis-je Percy Jackson ? Suis-je Luke Skywalker ? Voilà, vous avez les objets narratifs, donc avec le principe de la marque est un adjuvant, en tout cas souvent c'est le cas. Voici le client, c'est tel truc qui essaye d'avoir qu'il y a ce conflit-là, avec cette quête-là, avec l'objet merveilleux, etc. Donc ça, c'est vraiment la base. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ça ressemble à ça, à un moment donné. C'est-à-dire, sur quel type de narration on va partir. Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment une base de récit, et après, tu extrapoles, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode, et c'est pour ça, mais laissez tomber les histoires comme quoi il y a 50 000 schémas, et pour pitcher, vous pouvez commencer par la fin, etc. C'est pas vrai, en fait. C'est pas des schémas narratifs, c'est des schémas de mise en scène, en fait. Quand Memento vous raconte le truc par la fin, ou si, par exemple, je vous dis, putain, je me suis cassé... je vais emprunter une anecdote qui n'est pas la mienne, mais je me suis tordu la cheville, c'est la fin, mais du coup je vais vous expliquer quand même comment ça s'est passé. Je vais quand même respecter le schéma narratif qui est voici la situation initiale, voici la péripétie, voici la situation finale, peu importe l'ordre dans lequel je raconte. Donc exactement, c'est une question d'accroche en fait, et ça c'est un truc, mais ça me fait dégoupiller quand je vois qu'il y a des gens qui parlent de schéma narratif pour parler juste de façon dont on crée, donc on conçoit en fait la restitution de ce schéma-là. Mais je peux vous garantir que n'importe quelle personne qui écrit une histoire, et c'est typiquement le cas pour les créateurs de Retour vers le futur, on est nombreux à travailler avec un système de post-it où on a absolument tout qui est noté, et après, oui, on peut se dire, voilà, on va le mettre comme ça, et puis on va faire des itérations, et c'est comme ça que ça nous permet, en plus, de pouvoir garder une certaine cohérence, et c'est ce qui explique pourquoi, à un moment donné, Marty, quand il retourne dans le passé, et qui renverse... un des arbres justement de je sais plus quoi du centre commercial du futur, chose qui n'était pas le cas dans son futur à lui, et ben quand il revient dans le futur, et ben il manque un seul arbre, etc. Et toute la communication de la marque qui était autour de ce truc-là, parce qu'il y avait tout un truc avec les deux arbres et tout, et bien ça a changé également. Ça c'est rendu possible quand tu maîtrises parfaitement en fait ton récit. Avant de vouloir le raconter dans n'importe quel sens, juste parce que tu te dis oulala, j'ai vu Memento, je me suis dit que ce serait trop cool de commencer par la fin, commence-toi par te raconter en fait dans le bon ordre, et ensuite voilà. D'où le fait qu'on en revient à la base, qui et quoi par rapport à quoi, quel par rapport au récit, etc. Et après,
Après, tu t'imagines un contexte. Voilà, parce que une histoire comme ça, de Marc Boussole face à des monstres, etc., j'aurais pu le raconter dans un univers forestier, et d'ailleurs la question s'est posée, vous pouvez le voir ici, comme dans un univers spatio-temporel, enfin je veux dire, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi. Pourquoi on a choisi ça comme ça? Parce qu'à un moment donné, ça plaisait plus aux clients, ça créait des petits délires aussi en termes de sémantique, et voilà quoi. Donc du coup, une fois que tout ça c'est fait, là on peut passer à l'étape suivante, qui est du coup, qu'est-ce qu'on en fait de cette identité-là. Et c'est là où, en fait, on va créer la charte graphique, la charte édito et tout, parce que la charte graphique et la charte édito, c'est pas juste là pour convaincre, c'est là pour convaincre que ce merdier-là, donc identité plus, donc en gros, squelette, muscle plus on va dire ton charme naturel, et tu vas le rajouter un petit peu de maquillage et un petit peu de Christina Cordula, tu vois. Donc en gros c'est ça. Et puis parce que finalement ta charte éditoriale, elle sert qu'à ça en fait, hein, et c'est super important d'être très très cohérent. Il y a pas longtemps là, j'ai fait un thread en disant que le storytelling écrit c'est hyper casse-gueule, et faites très très gaffe à ne pas en faire des caisses, mais faites aussi attention quand vous vous engouffrez dans une sémantique à un instant T, ne changez pas de sémantique en cours de route. Si votre contenu c'est sur une sémantique là ici plutôt maritime, ne me foutez pas une sémantique à un moment donné de chercheur d'or en plein milieu, ça n'a pas de sens, ok? Parce que vous quittez la narration. Même si, d'accord, l'expression est hyper connue, etc., essayez d'être cohérent, parce que certes, ça peut arriver par exemple dans le cinéma où j'en passe des mélanges de styles, mais ça se fait pas comme ça, et franchement, voilà, on essaye quand même d'être un petit peu professionnel, et de ne pas oublier un truc, c'est que les gens ont... Comment dire, ils ont l'habitude en fait de codes et de contrats. Vous allez voir un film d'horreur, vous n'avez pas forcément envie d'avoir un triangle amoureux en plein milieu, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément le truc qui va vous éclater. Ça pourrait être intéressant, bien sûr, et à ce moment-là, si c'est bien fait, ça sortira à Cannes ou à whatever, et puis ça sera genre le truc qui a cassé les codes, certes. Mais pour un connard qui arrive à casser les codes correctement, il y a combien de gros trucs qui sont ratés? Eh ben, en marketing, c'est pareil. Bref, une fois qu'on a fait tout ça, à ce moment-là, on peut commencer à s'intéresser au brand book. Comme j'en avais parlé la dernière fois, écoutez, parmi les choses que je fais, oui, c'est imaginer des logos, etc. C'est imaginer des chartes édito, des chartes graphiques avec des propositions comment on appelle ça, de police et tout. Je préfère toujours quand on va voir un client, un graphiste qui va valider ou pas. Des fois c'est pas le cas, et ça me fait, voilà, moi je trouve que le résultat est moins sympa, mais parce que chacun son travail. Mais oui, c'est pas instinctif, on se dit pas que ça fait partie des choses que je fais, et pourtant, voilà, c'est ce que je vends et ça fait partie de la prestation. Donc ouais, effectivement, là, il y en a pour 5000 balles de travail, de tout ça, plus ça. Je suis désolée, mais ouais, ça les vaut. Et on serait peut-être pas dans la situation économique qu'on serait, peut-être que je le vendrais plus cher. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je m'adapte. Les marques créent des sous-marques quand elles veulent tenter autre chose, c'est tout à fait juste, c'est trop bien, j'ai le meilleur chat du monde. Vous êtes 5, mais vous êtes... et vous posez des questions vraiment pertinentes. C'est clairement le cas, et c'est aussi pour ça que les marques rachètent d'autres marques. Parce qu'elles se rendent compte qu'il peut y avoir une certaine... c'est pas juste pour gagner de la thune, il peut y avoir une certaine... continuité par rapport à la marque mère, etc., quoi. Ou que les marques changent de nom, par exemple, je pense que là, pour l'essentiel sur le live des SEO, ou en tout cas affiliés, quand Google est devenu Alphabet et quand Facebook est devenu Meta, c'est pas pour rien, c'est parce que les mecs, en fait, ne pouvaient plus se contenter d'être uniquement ce qu'ils avaient incarné à l'origine, en fait, et parce qu'ils voulaient tester d'autres trucs. Musk est une marque à lui tout seul, puisqu'il a un personal branding extrêmement fort, et ça, on va pas le nier. Mais même s'il garde une certaine continuité avec SpaceX, avec X, avec Tesla raté, mais vous voyez ce que je veux dire, ça reste effectivement à chaque fois des propositions axées sur le même ADN, à savoir l'innovation, l'alchimie et j'en passe, mais c'est quand même des propositions qui sont toutes très différentes. Donc ça vraiment, c'est vraiment pour le truc, voilà, ça c'est un truc que je fais. Ensuite, parmi les autres trucs que je peux faire, est-ce que je peux vous montrer autre chose? Ouais, j'en avais parlé ici. Alors, peut-être vous la montrer. Bon, je vais pas vous montrer la carte. Mais j'ai déjà fait aussi pour cette marque-là, donc j'optimise. Be excuse. Vous voyez que j'ai créé également de la maquette. C'est-à-dire que oui, je fais... Alors, je travaille pas sur Figma parce que, encore une fois, je vais pas utiliser 150 logiciels différents et Miro permet plus ou moins de le faire.
et puis je suis pas graphiste, et à un moment donné, tu veux que ce soit sur Figma et que ce soit intégrable, et ben tu payes un graphiste, et tu payes pas un storyteller. Mais effectivement, je fais aussi de la trame, donc version simple et basique, c'est-à-dire une trame comme ça, où, vous voyez, ouais, ici, là, c'était manifeste, c'était vraiment sur un extrait, sur la page à propos, donc avec le manifeste, je dis bim bim bim, triptyque, et puis je donne des éléments, etc. Et puis j'explique un peu certaines trames. Je sais pas si j'ai encore la trame d'origine de cette page-là. Bon courage pour pas avoir envie de vomir avec ça, mais tant pis, bah non. Mais vous voyez, ça fait partie du boulot que je peux faire, et ça c'est un travail que j'ai en accompagnement. Donc, avec eux, où effectivement, je les ai aidés, en fait, à faire... je vous donne envie de dire... Surtout qu'il doit y avoir un décalage, en plus, ça doit être dégueulasse, ça doit faire bugger la moitié des choses. Mais je vous ai dit, hein, c'est live à l'arrache, mais pour répondre enfin à cette question-là de qu'est-ce que je fais concrètement. Du coup, voilà. Donc, je commence toujours par un petit truc comme ça, et puis si jamais il y en a besoin... C'est vrai, c'est fluide, bah... J'habite dans un petit village, mais on a la fibre. Et on la paye cher, mais en fait, c'est cool. Et après, bah voilà, j'essaie de faire une proposition derrière, graphique et tout. Donc encore une fois, oui, je ne suis pas graphiste. Non, ce n'est pas forcément comme ça que ça va être intégré à la fin par le client. Parfois, je ne suis pas contente parce que ce n'est pas intégré comme je veux et je me dis merde et tout et je suis frustrée. Mais comme dirait Morgan Stanford, choisis ton combat. Donc moi, à un moment donné, c'est le max que je puisse faire. Pourquoi je propose ça? Parce que Thomas était un peu stupéfait. Parce qu'il m'a vu bosser sur ça aujourd'hui. Sur Paris, il y a encore un ADSL, bah ouais, ça craint. Mais je pense que je sais pas. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont pas prioritaires parce que vous êtes considérés comme des pauvres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais voilà, tu vois, j'ai fait effectivement la one page et tout pour ce client-là, donc avec version commentée, etc. Et puis Thomas me disait, mais enfin, tu fais ça aussi, mais ça te prend pas trop de temps, ça te fait pas trop chier. Ouais. BXKeys, on avait fait aussi un brand book, vous voyez, où c'est pas... quand il n'y a pas de graphiste, bah, ça peut être aussi, le logo c'est de moi, parce qu'il n'y a pas de graphiste, et puis ça peut être du coup des images comme ça, qui vont, de toute façon, l'important c'est faire en sorte que ce soit compréhensible. J'ai soif, sa mère. Donc du coup, voilà, effectivement je fais ce genre de choses. C'est pas spécialement que... Ouais, non mais c'est gentil, merci. Mais justement, mais c'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est qu'apparemment... Parce que je suis une cata en fait, en termes de commercial. Enfin, en vrai, il me faudrait un commercial. Je pense qu'il me faudrait... Le jour où l'IA peut m'incarner à ma place, comme ça, je construirai une meuf et tout, elle présentera bien, elle sera chaud-bonne et tout, parce que forcément c'est important. Elle sera bien habillée, avec des fringues de marque et tout, pour faire croire que j'ai des gros clients et... D'ailleurs, c'est pareil, ça, la question de est-ce que je veux avoir des gros clients, franchement, je me suis posé la question, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est très très con, hein. Mais je vis très bien, franchement, j'ai pas à me plaindre. Et alors, bien sûr, je dirais pas non à prendre 1000-2000 balles de plus par mois, quoi. Histoire de me mettre bien et de me dire, ah, c'est bon, la baraque là. Oui, aussi, mais la voiture, je l'achète cash, quoi, je l'avais pas en plusieurs fois, mais bon, c'est vrai que travailler pour des grosses marques, je l'ai fait au moins une fois en agence, parce que j'ai fait un bref tour par une agence, et alors, le résultat est cool, puisque pour cette grosse marque, pour le coup, c'était moi qui avais conduit les ateliers, qui avait proposé les structures de page et qui avait proposé la refonte et tout, donc l'agence faisait pas ça, mais c'était intéressant d'apporter ça comme truc. Donc moi j'étais super contente, puis je me suis dit c'est cool, ils vont avoir les ressources. Ils les avaient. Mais alors, c'est au prix de discussions, d'aller-retour, de machin, de... Putain, et vous voyez comment je suis. Moi j'ai besoin que ça pop, pour ceux qui ont la ref, et c'est vrai que... Gros client, je pense que c'est pas des SEO que je vais le dire, vous savez ce que c'est, il y en a franchement, c'est pas forcément, plus gros budget veut pas forcément dire plus gros éclate, et en fait je suis là surtout pour m'amuser, quoi, donc voilà. Aussi sur ce client-là, on a travaillé sur la notion de gamme, parce que oui, c'est moi qui ai créé les gammes de ce client-là, donc avec le naming des gammes, et du coup, comment on va le mettre en avant, etc. Donc voilà, vous avez des éléments, et le geste, nanana. On a travaillé aussi la page... l'expérience diagnostique, tiens, vous voyez, cette petite idée diagnostique, elle était pas de moi, elle était celle du client, et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée du quiz, directement, parce que c'est là pour récupérer du mail, et puis je me suis dit, putain, mais... Enfin, je me suis dit, même pas, c'est mon client qui m'a dit, hey, tu devrais faire ça. J'ai fait, putain, t'es un bon, toi. Voilà, mais vous voyez, on a la question comme ça, du comment ça se passe avec comment on appelle ça, le programme de fidélité. Donc ces jeux de mots, il y a une part des jeux de mots qui provient de moi, une autre part qui provient de la chargée de rédaction.
qui a fait de très bons jeux de mots d'ailleurs, notamment le Become a Queen qui était vraiment cool. Donc voilà un peu un exemple de trucs que je peux faire. Je pense qu'on est pas mal. Bam bam bam. Bah, comme je vous ai montré, mais je peux pas vous le montrer en détail celui-ci. Ici, vous ne le voyez pas, mais ici il y a de l'accompagnement pour LinkedIn. Donc j'ai fait un travail de restructuration du terme, quel terme on va utiliser en fait, quel est ton métier, quelle est ton image, comment dire, ta bannière, etc. Alors, encore une fois, comme le faisait remarquer Thomas, c'est le travail d'un graphiste et je suis à 300% d'accord. Très franchement, je préfère vous recommander d'aller voir des gens dont c'est le métier, des directeurs artistiques spécialisés là-dedans, ou des gens comme Anthony Joran, encore une fois, qui est largement spécialisé en personal branding, et en particulier sur LinkedIn, donc vraiment ça fait plus sens d'aller le voir lui spécifiquement pour faire ça. Et si vraiment t'as envie et que t'as du budget à cramer, slash que t'as envie que les choses soient vraiment au carré, parce que c'est pas tout à fait inutile non plus, bah tu peux venir me voir en amont, et à ce moment-là, bah on fait un peu le travail qu'on a vu là, nuage d'atelier et caractéristique, avant que t'aies quelqu'un de carré qui va te faire vraiment le truc léché pour aller performer sur LinkedIn. Mais la question de savoir comment on allait, sur quel truc on allait embarquer, est-ce qu'on allait faire le lien avec là en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, avec son truc de coaching et le fait qu'il est DJ aussi à côté, est-ce qu'on allait faire de la copie simple et bête et méchante en fait de ce qui se faisait dans le coin, quel type de couleur on va utiliser, par exemple l'orange, tu m'aurais dit qu'un jour j'aurais utilisé l'orange dans une direction artistique, je t'aurais dit oui, et pourtant ça s'est aimé immédiatement, je sais pas, je l'ai vu tout de suite par rapport aux photos qu'il avait, parce qu'il a des photos quand même qui sont extrêmement pro et très très propres, et ça joue énormément. Je veux dire, ça fait beaucoup de différence. Moi je le vois sur le rendu de la maquette, moi je suis trop contente. L'orange, mais non, mais d'abord j'ai vu comment tu t'habillais, alors je sais, je devrais pas critiquer la façon dont les gens s'habillent, mais t'as un sens de la couleur, je sais pas, t'es daltonien quoi. Non, je suis désolée, l'orange n'est pas une couleur à mes yeux, et pourtant, bah là, je suis franchement, la page, je la trouve canon. C'est dommage que je puisse pas vous le montrer, peut-être qu'un jour le client sera d'accord et je pourrais du coup vous le montrer, mais objectivement, ouais, je m'y attendais pas et c'était cool. Mais voilà, ça fait partie des trucs que je fais en fait aussi, que je n'ai pas forcément envie de faire tout le temps, ça c'est clair, mais sur lesquels je peux apporter au moins un avis. Le mieux, c'est que j'apporte juste un avis avec l'appui de quelqu'un qui est responsable de ça et dont c'est le métier, plutôt que de me laisser faire les choses de A à Z. Maintenant, si on est un peu coincé, je peux le faire. Ok, j'avais dit que j'essayais de pas trop vous prendre du temps, parce que ça fait déjà 1 heure que vous êtes là et je vous en remercie. Donc je vous ai parlé un peu des trucs que je faisais pêle-mêle en termes d'accompagnement. J'ai accompagné, je vous montre pas la carte branding là-dessus. Tu fais un truc qui fasse énergique et artisanal, ça peut passer l'orange. Ouais, mais surtout c'est le comment dire, l'orange est vraiment une couleur qui véhicule une humanité, une proximité, une vraie chaleur, beaucoup plus que le jaune en fait. Je sais pas pourquoi le jaune est plus chaleureux que l'orange, alors que l'orange est plus chaleureux. Et l'orange passe admirablement bien justement avec des couleurs noires et grises. Parce que comme vous l'avez remarqué, le triptyque de couleurs de mon client, c'est quand même noir, gris, orange et blanc. Et c'est un truc qui fonctionne très bien parce que ça permet de casser justement plus proche de la couleur de la peau. C'est possible, moi je pense que c'est plutôt une question de... Parce que ouais, ça dépend après quelle couleur de peau. C'est vrai que la mienne est quand même vachement orange, mais j'ai une carnation qui est plus... qui est moins nordiste en fait que ce qu'on croit, mais je pense que c'est surtout parce que ça nous renvoie au soleil en fait, et au moment d'or. Quand tu regardes la lumière d'or, elle est pas jaune en fait, on l'appelle la lumière d'or, mais en réalité elle est vachement orangée, et je pense qu'il y a vraiment cette impression de chaleur, slash peut-être que ça nous renvoie aussi au feu, tu vois, et au foyer de manière générale. Les lumières en fait de bougies en fait sont très très chaleureuses, sont très orangées, je pense que c'est ça. Après, l'iconographie en termes de couleurs, c'est pas ma spécialité. D'ailleurs, je vous recommande un bouquin, puisqu'on est là, qui est un livre techniquement d'un client, en fait, puisque j'ai bossé à une époque sur une marque pour laquelle il avait collaboré. Donc le mec s'appelle Jean-Gabriel Cos, Jean-Gabriel Cos, vous l'avez probablement vu passer à un moment donné parce qu'il a été très très médiatisé sur Combini et tout, où il parlait du pouvoir des couleurs. Donc un livre éponyme avec effectivement un choix de couleurs quand même qui ne laisse pas indifférent, où il explique, donc outre évidemment le côté un peu New Age. Attendez. Je parle de loin, mais en fait,
Je me rends compte que j'ai un micro pourri. Donc je disais, outre le côté un peu new age en fait des couleurs, il explique vraiment à quel point, et il en parlait, vous l'avez vu forcément, enfin je pense que vous l'avez vu sur Combini, sur TikTok et tout, il parlait du fait qu'on était passé d'une société extrêmement colorée à une société de plus en plus monochrome, y compris dans les open space, etc. Et donc du coup de ce que ça a généré aussi derrière, que on sait qu'effectivement être dans un environnement bleu ou un environnement machin c'est plus efficace. Moi je sais que je suis malheureuse, avant mon déménagement j'avais tout devant moi, j'avais vraiment pas mal d'œuvres, etc., y compris des choses que j'avais fait moi-même, j'avais mes sculptures, j'avais mes peintures, enfin voilà, parce que oui je sculpte de temps en temps et je peins de temps en temps, enfin je peignais, je sculpte encore mais je peignais. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment l'univers. Maintenant, j'ai tout foutu derrière parce que effectivement, j'en ai besoin. Oui, bah tu vois, je suis sûre que tu l'as vu. Voilà, mais j'ai tout mis derrière pour que vous ayez ça. Bref, je vous recommande le bouquin, il est sympa, très très cool. Donc oui, je peux pas répondre précisément à ça. C'est plus des gens comme ça qui pourront répondre à ta question là-dessus, quoi. Je vais essayer d'être. Oui, je sais que je parle trop vite. Il faudrait me ralentir. Un peu comme, je crois que c'était Léo aussi à qui on a fait la réflexion. Léo Poitvin. Du coup, ouais, parmi les accompagnements que je fais, je sais que par exemple, j'ai une collègue, elle est venue me voir parce que, alors la nana, elle est franchement, elle est canon sur son travail, elle est hyper carrée, elle accompagne les marques notamment sur l'édito, mais en réalité sa spécialité c'est d'accompagner des marques elle fait du e-learning mais avec une approche narrative, c'est-à-dire qu'elle utilise le récit pour qu'on se revoie et pas forcément de manière on va dire pas forcément à l'aide de la gamification, de la 5x5 gamification qui commence à être de plus en plus dévoyée là aussi, mais elle en parlerait mieux que moi. Mais en tout cas, qui a conscience que pour transmettre une information, il faut que tu prends pas n'importe comment. Donc, c'est quelqu'un qui, objectivement, a parfaitement conscience du récit. Mais, sur un client sur lequel elle est depuis très très longtemps, elle a eu besoin à un moment donné de me prendre 3-4 heures, où on a posé, pas la carte récit complète du client, mais 2-3 éléments comme ça, pour revoir des points spécifiques de la charte édito sur laquelle elle bossait. Et juste pour valider, en fait, qu'elle ne se trompait pas là-dessus, ou pour lui proposer des idées un peu supplémentaires, ce qui lui a permis d'affiner. Et ça, c'est un truc que je fais, c'est-à-dire que ça, c'est ce que j'appelle un peu la... mais je peux pas la vendre comme ça. C'est la prestation de café. Alors tu me payes pas un café puisque je suis quand même à 150 balles de l'heure. Mais en fait, tu viens me voir pour discuter en fait et pour tu repars. Souvent, t'as des questions supplémentaires parce que j'aime bien me poser des questions. N'importe qui a fait un call découverte avec moi gratos le connaît. Mais voilà, l'idée c'est quand même que tu puisses avancer dans ta réflexion. Voilà. Et ça c'est pas mal. C'est un truc que j'aime bien faire parce que c'est ponctuel. Ça me permet en plus de découvrir plein de personnes et du coup de donner du conseil très très varié. J'en ai déjà parlé, j'ai eu un manager qui était venu me voir, voilà, je vais changer la façon dont la boîte va travailler, enfin les équipes vont s'organiser, voici ma présentation, qu'est-ce que tu en penses, comment on peut l'améliorer pour que ça passe mieux auprès de l'équipe et pour que l'équipe ait un sentiment en fait de soulagement, de tension, relâchement, parce que cette personne-là avait déjà connaissance du récit, parce qu'il est très très fort là-dessus. Mais il avait quand même besoin d'avoir mon expertise là-dessus, donc on a pris 1 heure. Et en l'occurrence, comme il s'agissait d'un copain aussi, il m'a payé en bière directement. Voilà, donc c'est des trucs que je peux faire comme ça, et c'est un peu... si je disais, ouais, voilà, je vous vends l'approche narrative, je pense que je perds la moitié de la salle, donc ça sert un peu à rien. Ok, je vais essayer d'avancer un petit peu plus. Parmi les choses que je fais, je vous ai parlé de ça, c'est les formations, et j'en ai monté une qui s'appelle Origin Story, qui est de prime abord exactement la même chose que mon bouquin, sauf que c'est plus profond, sauf que vous avez l'exercice en direct, sauf que je passe mon temps à vous montrer des exemples, etc. L'élève que j'ai là à l'heure actuelle en parlera quand il aura terminé la formation. Je sais qu'il a des exercices à me rendre pour mardi prochain, et c'est des exercices qui vont de l'analyse d'une publicité avec des questions simples du style voilà, est-ce que alors super, merci pour le message. Il faudrait que je bloque mes notifications. Tac, hop, effacer tout. Ah voilà, j'ai tout bloqué et vous voyez sur quoi je travaille en ce moment, et surtout sur les jeux auxquels je joue. Quoi qu'il en soit, ouais, c'était... j'ai perdu mon truc. Mais l'exercice en question, c'était cette publicité. Quand je vous dis que je suis pas au point et que c'est du 100% authentique. Du coup, ouais, le truc c'était pourquoi ça fonctionne, à quel moment justement il y a la bascule narrative, et quel est le
truc qui fait toute la différence dans l'utilisation de cette publicité, etc. Voilà, c'est des questions comme ça. Donc c'est vraiment tout le but. Et la formation Origin Story a l'énorme avantage en fait, c'est qu'en réalité, je vous l'ai pas mis, tiens c'est bizarre. Tac, je vais vous la mettre ici. Formation Origin Story. Putain, j'ai pas joué depuis longtemps. Voilà, la matrice marque, en fait, son objectif, c'est de vous permettre de remplir ça, à savoir à peu près votre carte heuristique, mais version un peu simplifiée. Parce que c'est dans la troisième partie en fait de la formation, justement, on est là pour vous permettre d'y répondre, etc. Et à la base, j'ai conçu cette formation en me disant, ok, je vais la faire avec différentes personnes. Donc ça va être inter-entreprise, ça peut être aussi de l'intra-entreprise. Donc ça, pour l'intra-entreprise et inter-financement co, je vous renvoie à Alfie, puisque justement, c'est avec Alfie que je fais ça. Sinon, si c'est en direct, en one-to-one, et que ça vous dérange pas de payer directement, allons-y. Puisque non, je m'emmerderai jamais à essayer d'aller chercher les financements, les bidules, etc. Je l'ai dit, je suis quelqu'un de flemmard. J'ai hors de question que je me batte avec l'administration française. Mais l'objectif, en fait, c'est pas seulement que vous compreniez le récit, c'est que vous puissiez l'appliquer à votre marque. Et là, en l'occurrence, lui en particulier, on a mis une surcouche, vraiment, où on va vraiment travailler sur sa marque, etc. Et on va aller au bout pour qu'il soit en capacité de générer proprement la carte heuristique et pas juste, entre guillemets, juste cette matrice marque qui est quand même intéressante. Merci. Oh, Durf, t'es trop chou! Donc voilà, c'est un peu ce que je fais, voilà. Ensuite, à côté de ça, vous l'avez vu, je vous avais balancé un petit quiz. Je vous ai créé un petit quiz de brand d'archétype qui est gratuit, ok. La seule chose, c'est que vous devez me donner votre mail. Et votre mail, il sert à quoi? Il sert à aller sur une newsletter. Et la newsletter, je suis désolée, mais objectivement, c'est pas le truc le plus casse-couille au monde. Parce que je poste une fois toutes les... Je sais même pas l'adresse exacte de la newsletter. Voilà, on en est là. Voilà, la newsletter. Voilà, Storypunk, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un post, ok. J'ai fait un post et je vais vous montrer en transparence parce que j'avais pas grand monde en plus. À ce moment-là, je devais avoir une cinquantaine de mails et tout. Comment on voit les stats d'ailleurs? Cross post, view stat. Voilà. Du coup, ça c'est arrivé. Voilà, sur les mails qui ont été envoyés, 55% l'ont ouvert. C'est 80% de trafic. Et puis après, ça a un petit peu bougé, etc. De temps en temps, je réimporte les personnes qui ont fait le quiz directement dessus. J'ai presque un mois de retard sur l'épisode 2 de la newsletter. Elle est ici, en toute transparence. C'est un de mes onglets ouverts permanents. Et l'introduction de la newsletter, c'est effectivement sur le médiévalisme en publicité. Donc j'aimerais bien vous le sortir avant la fin du mois, mais je ne vous promets rien. Donc voilà, donc c'était le petit truc. Et effectivement, sur cette histoire d'archétype, c'est que non seulement je vous introduis à mon concept d'archétype de marque, et qui, je le crois sincèrement, est un concept utile, en tout cas moi il m'est utile dans mon travail, et il peut vous être utile aussi, mais en plus, si vous avez joué le jeu et que vous m'avez vraiment filé votre adresse mail, vous pouvez télécharger le brand d'archétype, le kit d'inspiration qui correspond à votre marque, alors pas votre marque spécifiquement, mais en tout cas votre archétype, qui vous permet, du coup, je vous en montre un, d'avoir l'explication de ce que c'est que votre truc, les caractéristiques principales avec des exemples expliqués, la quête principale, des stratégies de communication avec les axes, vous avez aussi des exemples de graphisme, de couleurs, de typos, et puis évidemment après il y a un appel à l'action parce que je suis quand même là pour me faire de la thune. Voilà, donc c'est des exemples de choses que je fais. Autre truc que je fais, et c'est marrant que tu sois là justement Durf, ça m'arrive des fois de faire des conférences entre guillemets / invitations un peu comme ça, gratuites, où on fait de l'analyse. Voilà, c'est des trucs que je fais parce que, encore une fois, mon taf c'est quand même de faire de la vulga. Donc, comme je vous l'ai dit, une partie accompagnement, une partie vulga, parce que c'est ce qui m'intéresse, parce que moi, mon objectif, en fait, au final, c'est de faire en sorte que vous soyez... c'est de vous libérer. Moi, c'est mon why, je vais vous montrer. Puisque c'est vrai, après tout, on a parlé des clients. La matrice atelier, bam. Site web, est-ce qu'on est là? Non. Alors vous allez voir, hein, cordonnier, etc. Voilà à quoi ça ressemble, mon truc. Et j'ai plus jamais retouché, et on s'en fout. Mais mon why, le voilà. C'est donner les clés d'analyse du récit pour reprendre le pouvoir.
Comment en vulgarisant le récit et le storytelling, des prestations d'accompagnement, de formation et des contenus gratuits. Voilà, c'est ça mon why, tout simplement. Et mon slogan, mon ancien slogan c'était Make the World a Marketplace, parce que ça me faisait très rire, contrairement aux marques de la Silicon Valley qui parlaient toujours de faire du monde un monde meilleur. Je pense qu'en réalité, on est tous là pour faire du monde une grosse poubelle, de manière tout à fait cynique, mais j'ai choisi Votre histoire commence ici parce que ça me paraissait plus logique et plus... voilà. Comment je fais pour changer ça et pour enlever mon écran 1, bim, on va garder ça, stream, il faudrait que je monte ça, flemme, voilà, donc vous savez tout maintenant. Vous savez tout. Bah non, je vais vous laisser sur mon site directement. Hop, je vous invite à y aller. Donc si vous avez des questions, j'essaie d'être pas trop longue. Je vous remercie franchement. Le cynisme ça passe pas, bah non, clairement pas. Et je pense qu'effectivement, c'était pas très compréhensible. Et puis, en termes de propositions, ça fait pas rêver quoi. Alors que Votre histoire commence ici, ça fonctionnait bien parce que ça permettait en fait de promettre quelque chose à la fois aux marques que je vais accompagner et à la fois aux personnes qui veulent apprendre le storytelling. Et donc du coup, comme toute personne qui se fait accompagner par un mentor, il y avait une notion comme ça de progression potentielle, etc. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Pour l'instant, j'ai enregistré. Je sais pas si je vais le mettre. Si j'ai la foi, je vais essayer de le monter, de le mettre sur YouTube pour pouvoir faire un petit replay pour celles et ceux qui l'ont pas vu et qui se posent la question de savoir si oui ou non je me touche un petit peu en arrière-plan, alors qu'en réalité non, en fait je fais plein de trucs et c'est pour ça que d'ailleurs je vais essayer de profiter de l'accalmie de cet été pour faire pour faire une amélioration du site, pour essayer de trouver le moyen d'expliquer en détail un peu comment je fais et montrer sans montrer ce que je fais, parce que effectivement oui, apparemment ça permet de mieux comprendre. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, en tout cas moi je vous remercie, c'était trop gentil d'être là. C'est vraiment cool. Merci Adolphe, merci je vais pas y arriver. Sigerdor, voilà, je te remercie pas pour ton nom. Et puis merci aux autres personnes qui l'auront suivi. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, j'arrête d'ici 2 minutes maximum. Et puis voilà, comme ça j'aurai répondu déjà à ces questions. Et voilà. Ah ouais, non mais c'est l'enfer. C'est un nom type nordique en plus, non? Désolée, je lis en même temps je lis en même temps les avis des gens, mais ça me fait rire. Sur LinkedIn, quelqu'un qui a rigolé en disant « Mais tu travailles ?» Une formation de storytelling pour apprendre le taf. Bah oui, justement, je l'ai présenté, Origin Story. C'est du second degré que je ne comprends plus un vendredi à 17h parce que je suis au bout de ma vie ou... ou c'est vraiment premier degré. Non, elle est là et puis c'est juste que je ne l'ai jamais... J'avais essayé de l'enregistrer en vidéo et en fait, j'aime pas trop ça. C'est vrai, non, mais j'en ai parlé longuement en fait. Au début, je voulais faire du e-learning et en fait, j'aime pas ça. J'aime pas l'idée... Ah, ok, c'est cool, c'est la planque, mais... J'aime bien l'idée d'avoir des interactions en fait avec les gens, de pouvoir, tu vois, si je vois qu'ils butent sur une question, sur un exercice par exemple, si je vois que l'exercice ça leur parle pas, ça me permet immédiatement de pouvoir changer et de m'adapter en fait. Et surtout que voilà, si j'ai leur personnalité en direct, du coup je peux me dire ah tiens, il ou elle est plus attiré par tel truc, je vais peut-être lui montrer tel type de pub ou tel type de contenu pour travailler en fait. Ça me permet vraiment de m'adapter et ça c'est un truc que j'avais vachement apprécié justement à la fac et oui, j'ai tourné 90% de la e-learning et en fait je me suis rendu compte que déjà ça me saoule de parler comme ça dans le vide et puis je suis pas sûre en fait que ce soit très, très utile d'un point de vue pédagogue quoi, donc voilà. Donc oui, elle existe. Que je vous dise pas de bêtises puisque c'est vrai que j'ai parlé de manière très transparente des prix. Alors cette formation là en one-to-one, alors attends, combien je l'ai vendue déjà? Parce que oui, j'en suis là. Bim. C'était 2500 le cours. 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 25
Plus donc c'est le cours basique, live, et si tu veux la co-conception de la carte brand, et c'est-à-dire qu'on utilise ta carte heuristique, donc ta marque, pour faire ça en direct, tu rajoutes 1500, donc c'était 4000 balles le tout. Voilà, donc en gros, si tu veux être formé et en même temps avoir ça sur ta marque, bah, c'est 4000 euros, quoi. Sinon, c'est 2500, voilà. Et c'est à peu près 14 heures. Pour l'instant, je suis en train d'ajuster. Oh non, putain, je suis fatiguée. Ouais, non, si. Non, c'est pas pour les... Mais c'est parce que c'est le même visuel et tout, et qu'à chaque fois, je garde le même visuel pour des raisons de cohérence. Je sais pas si c'est une erreur que je fais. Est-ce qu'il faudrait vraiment que je différencie vraiment les visuels de mes produits, sans doute. Et en même temps, j'aime bien le côté on se retrouve, etc. Oh, trop classe. Ok, trop bien. Bah, tu vois, ça fait hyper... ton nom, ça fait hyper... justement, ça fait nordique, ça fait classe, quoi. Donc voilà, bah écoutez, vendredi 17h06, ça me paraît pas mal pour arrêter. Surtout que voilà, on va pas itérer. Je me suis posé effectivement la question de vous faire des trucs du style, hop, on voit une marque, on analyse, ou hop, on se fait des ateliers ensemble. Peut-être, alors à ce moment-là, peut-être faire des trucs, des petits bundles payants, genre tu payes 25 balles ton entrée ou je sais pas quoi. J'en sais rien. C'est juste que, effectivement, et je crois que c'est pour le coup, c'était Fred qui m'avait dit ça, qu'il faut que j'arrête de pas payer, de pas faire payer justement mon travail, mais c'est vrai que je suis... voilà, on est passionné ou on l'est pas, quoi. Bref, allez, 1h11, ça me paraît très cool. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, et puis on se reverra peut-être sur le replay, et de toute façon, on se revoit sur les réseaux. Ciao, ciao!